Donc bonsoir à tous. Donc nous sommes deux. Je suis désolée, j'ai pas mis ma belle veste rose. Nous venons du cabinet Lobster. Moi je me présente, je m'appelle Marie. J'ai un peu plus de 8 ans d'expérience dans le métier en tant que recruteuse. Aujourd'hui j'ai pris la direction, enfin plutôt j'ai monté puis pris la direction du pôle communication chez Lobster. Alors je ne suis pas une communicante, je suis responsable des consultants qui sont dédiés au recrutement dans le secteur de la com, dans ce secteur-là. Donc mon métier, c'est avant tout de recruter, et on y viendra ensuite effectivement dans le secteur de la com. Mais du coup, ça va lier un petit peu les deux aspects, puisqu'aujourd'hui on va se parler de comment communiquer sur soi-même. C'est un gros dossier. Effectivement de comment on va pouvoir lier à la fois sa communication à son employabilité. Surtout, n'hésitez pas, on est là pour être sur un format interactif. Donc interrompez-nous, posez-vous plein de questions, on est là pour ça, pour vous, et ce sera hyper chiant pour vous si c'est que descendant, donc n'hésitez pas, on sera ravis de répondre à toutes vos questions au fur et à mesure de la conférence. Tout à fait. Donc bonsoir, moi je m'appelle Lola, je travaille donc dans le pôle de Marie en tant que consultante en recrutement dans la communication. Et pour ma part, contrairement à Marie, je viens pas du tout du recrutement, je viens de la com. J'ai fait un master en communication avec une spé en digital. J'ai travaillé en start-up, j'ai travaillé en agence, j'ai travaillé chez l'annonceur. Et je suis arrivée à un point de ma vie où je me suis dit où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. Et je suis allée voir Lobster pour qu'il me trouve du travail, et finalement coup de cœur. Et après une formation de 4 mois sur les métiers du recrutement, je recrute maintenant dans la communication. Ce qui fait qu'on a une expertise terrain pour les clients et pour les candidats qui est complètement différente des autres cabinets. Donc on va tout de suite commencer sur l'employabilité et aller faire un petit tour sur tout le marché de l'emploi aujourd'hui. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le marché se porte bien. Il se porte pas, en tout cas nous au moment où on est rentré sur le marché du travail, c'était beaucoup plus compliqué. Donc profitez-en, faites-vous plaisir, postulez, c'est le moment, allons-y gaiement. Donc on est sur un marché qu'on appelle un marché tendu, et c'est important que vous en preniez conscience parce que ça veut dire que pour la première fois depuis longtemps, le marché se renverse. C'est-à-dire qu'il y a plus d'emplois qui sont disponibles sur le marché que de candidats disponibles pour pouvoir les prendre. Alors du coup, ça crée plein de tensions, ce qui ne nous arrange pas vraiment au passage, parce que du coup, vous êtes plus dur à trouver. Mais en tout cas, quand on en tire des bons, on est très content de les placer. Donc du coup, ça implique effectivement ce qu'on appelle une véritable guerre des talents entre les entreprises, puisque les entreprises vont aller s'arracher les bons talents qu'ils vont vouloir effectivement capter pour pouvoir les rejoindre. Donc effectivement, ça implique que vous soyez vraiment acteur et partie prenante de votre employabilité. Et là, pour le coup, on va utiliser un certain nombre de tips pour que vous puissiez être la personne choisie et que vous puissiez faire partie de cette guerre des talents. Et ça, les outils et les réseaux sociaux vont pouvoir nous aider. Mais en tout cas, prenez conscience de ça. Le marché est actif, le marché va bien. On est en train d'ouvrir les écoutilles sur des formats de ce qu'on appelle des profils atypiques, même si j'aime pas trop ce format-là. Mais en tout cas, on arrive vers un format plus anglo-saxon où on se dit on va arrêter d'aller recruter nécessairement la personne qui fait exactement la même chose pour la mettre dans un format ailleurs, parce qu'il y en a quand même un petit peu ras-le-bol, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là. On peut vous le dire, mais c'est notre petit cheval de bataille quotidien auprès de nos clients, parce qu'on est persuadé d'une chose, c'est que les compétences s'apprennent, le savoir-faire, non. Donc notre objectif à nous, c'est d'aller faire matcher un candidat qui a un ADN qui va matcher avec un environnement d'entreprise qui est clé. Et donc ça, pour le coup, les réseaux sociaux vont nous aider à valoriser un certain nombre de compétences qu'on va utiliser comme transversales et sur lesquelles vous allez faire la différence dans ce marché qui est tendu et qui vous est plutôt favorable. Deuxième point qui est important, il y a des nouveaux métiers qui rentrent sur le marché. Et deuxième bonne nouvelle pour vous, c'est que la plupart des recruteurs aujourd'hui ne connaissent pas encore la typologie de ces métiers-là. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore quel titre mettre derrière ces métiers-là, quelles compétences, où est-ce qu'on cadre la fiche de poste. Et là, pour le coup, on est là pour les aider et pour les accompagner dans cette transition-là. Mais ça veut dire qu'à aujourd'hui, en 2030, on ne connaît pas encore 50% des métiers qui vont exister sur le marché. Et ça, c'est important de le dire parce que ça veut dire que... Oui. Juste une question concernant le marché. En France, on a tendance à mettre les gens dans les cases. Ouais. Étant donné que, qu'il y a un nouveau marché. Je vous entends pas très bien. Étant donné qu'il y a de nouveaux métiers qui se créent, ouais. Mais le fait qu'on reste toujours avec l'ancien, avec ce
qu'on met les gens dans les cases, comment on va... paradigme, c'est-à-dire que, comment dire, que si jamais vous avez un métier qui ne correspond pas du tout à la case qui a été dédiée, donc on va tout faire pour vous mettre dans cette case-là. Alors qu'on ne cherche pas à changer les choses. Donc, arrivé à un certain moment. C'est très juste comme remarque. Mais on va aussi l'aborder après, comment un petit peu contourner tout ça et faire en sorte de valoriser votre profil en fonction d'une opportunité qui vous intéresse. On va essayer de voir ça ensemble et de faire évoluer votre CV et votre profil en fonction de vos intérêts par la suite. Je vous donne un exemple juste pour répondre à votre question, ça va peut-être vous parler. Le profil de business développeur. On a une conviction chez Lobster, c'est qu'un métier de business développeur, on sait le faire ou on ne sait pas le faire, c'est-à-dire qu'on sait prospecter ou on ne sait pas prospecter. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on apprend, on ne devient pas business développeur dans l'âme, comme ça, en se disant, tiens, je vais aller à la conquête du marché, c'est extraordinaire, je vais tout rafler, ça va être un truc de dingue. Donc non, ça, pour le coup, c'est ce qu'on appelle des soft skills et c'est ce qui va vous donner la capacité d'y aller. Alors nous, ce qu'on raconte à nos clients, ils nous disent, ouais, je veux un business développeur qui va savoir développer. Donc on s'en fiche de savoir de où ce gars-là, il va venir. Ce qu'on veut, c'est qu'il ait la capacité d'aller développer du business. Et ça, c'est hyper important. Et on commence à avoir ce travail-là de se dire, concentrez-vous sur ce qui va vous intéresser en termes de personnalité pour répondre à ce besoin métier, plutôt que de nécessairement prendre le gars qui vient de la société concurrente et de le mettre plug and play dans votre société à vous. Donc je suis d'accord, il y a un gros travail à faire, on n'y est pas encore, et le marché tendu, encore une fois, fait que ça force les entreprises à rentrer dans une dynamique qui est un petit peu différente et à sortir de leurs habitudes, mais on n'y est pas encore, mais on va vous expliquer un petit peu comment favoriser en tout cas cette transition-là. En tout cas, pour conclure sur effectivement la dimension des nouveaux métiers, ça veut dire que vous avez un rôle à jouer là-dedans, donc j'imagine que vous faites tous des formations sur un certain nombre de sujets et qu'il faut en permanence se nourrir des nouvelles tendances qui vont faire que demain votre fiche de poste en réalité c'est vous qui allez la faire. Et ça c'est important d'en être partie prenante. Ah oui, c'est toujours. Alors, du coup, ça implique une chose. Nous, la plupart des sociétés qui font appel à nous, puisque nous sommes un cabinet de recrutement, donc on est vraiment un relais de candidature auprès des entreprises. On ne fait pas d'intérim, on fait du recrutement, donc c'est une démarche qui est un tout petit peu différente. La plupart des sociétés nous disent, on constate une chose, c'est que ce qui est transmis à l'école, c'est super, c'est théorique, et merci effectivement aux professeurs et aux organismes qui transmettent un certain savoir. Maintenant, ça c'est la clé d'entrée. Pour ouvrir la porte et que ça fonctionne, il va falloir tourner la clé. Et ça demande un tout petit peu d'effort et un tout petit peu d'implication. Et il faut avoir effectivement une certaine posture de se dire, j'ai mon background théorique, comment ce background théorique-là, je le mets en place pour pouvoir me rendre bankable auprès de la société. Et c'est pas en arrivant en disant j'ai mon master 2, c'est génial, j'ai été diplômée cette année, qu'on se rend bankable par rapport au marché. C'est important de se dire quelle est ma valeur ajoutée, quelle est ma valeur ajoutée en termes de savoir-faire, quelle est ma valeur ajoutée en termes de savoir-être, et comment je vais pouvoir me façonner pour me rendre incontournable au sein de la société. Et ça, c'est important, et ça commence par effectivement une certaine posture. Encore une fois, vous avez acquis un bagage théorique, maintenant il va falloir faire encore un petit effort en se disant, eh ben, on va mettre en pratique, apprendre des choses, et comprendre effectivement, de faire des liens entre ce que nous a raconté la théorie et ce que nous a raconté la pratique. Et c'est important parce que souvent les entreprises nous disent mais quel gap on a, qu'est-ce qu'on a transmis, ils croient que c'est facile finalement. Et bien c'est pas si facile que ça et il faut absolument avoir cet effort, cette conviction, ce truc de se dire allez, ben maintenant il faut tourner la clé et il faut y aller. On ne peut pas arriver dans un état où on se dit je suis diplômé et je sais tout faire parce qu'il y a encore une marge de progression sur laquelle il faut monter en compétence au fur et à mesure. Et ça, les entreprises sont extrêmement friandes de ça parce que c'est un état d'esprit sur lequel vous allez monter en compétence et là, ils vont se dire « Ah ouais, génial, là on a quelqu'un qui va faire avancer le groupe, avancer l'équipe, avancer la structure dans sa globalité. » Et finalement, on va le voir, c'est plus un mindset dans lequel il va falloir se projeter qu'une posture. En fait, c'est vraiment ça. Petite question, ouais. Quid du savoir-être? On y vient après. C'est merveilleux, mais vous avez vu le truc venir quoi. Donc, avant de commencer sur le savoir-être, qui est très important, qu'est-ce qui est primordial quand on arrive sur le marché du travail, c'est le CV. Ça paraît un petit peu bête dit comme ça parce qu'on a tous un CV, on sait tous le faire, on sait tous écrire des choses dedans. Malheureusement, tout le monde ne sait pas encore comment bien avoir un CV qui est bien constitué et bien en place en fait. Dans un premier temps, les informations importantes. C'est-à-dire, bon, nom, prénom, logique, mais toujours adresse mail, numéro de téléphone.
Même si on veut faire attention à la protection de ses données, etc., nous, quand on tombe sur un CV où il y a juste le nom et le prénom, bah, c'est un CV qui est vide, qui ne sert à rien pour nous. Donc faites vraiment attention à toujours avoir adresse mail, numéro de téléphone à jour aussi, c'est très important. 10% des CV qui n'ont pas d'adresse mail et de numéro de téléphone. Ils vont à la poubelle. Donc c'est un peu con, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que, ou alors vraiment, si on a envie de pousser encore plus loin, on va aller les chercher sur LinkedIn, mais on peut pas faire ça pour tout le monde, donc c'est un petit peu compliqué. Donc pensez-y bien, et toujours en haut à droite ou en haut à gauche pour que ça soit lisible et pas en bas, en tout petit, etc. Parce que nous, on voit une centaine de CV par jour. Donc il y a un moment donné, les yeux fatiguent et on va au plus rapide. Sachez qu'un recruteur va passer entre 6 à 10 secondes sur votre CV. Donc il va aller vers les éléments les plus importants. Donc il faut que ça soit aéré, lisible, clair. Donc en deuxième, les expériences professionnelles, toujours avoir une typo qui est plutôt grande, donc entre 11 et 12 c'est très bien. Surligner, mettez en gras pardon, le titre du poste, rajouter les dates de mission, début et fin. Et avec quelques éléments sur ce que vous avez pu faire. Mettre juste le poste et le titre du poste, ça nous apporte rien. Parce qu'un poste de community manager ou un poste de business developer, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer dedans qu'au final, nous, en tant que recruteurs, on ne sait pas comment ça s'est passé. Donc mettez quelques mots-clés. N'allez pas dans vraiment 3 lignes d'affilée à expliquer tout ce qui se passe, etc. Vraiment des mots-clés pour que ça ressorte et que ça attrape l'œil du recruteur. Oui. Oui, et donc par rapport à tout ce que tous les CV que j'ai entendu, c'est ce que j'ai entendu concernant la création du CV, on me dit toujours que le CV doit tenir sur une page. C'est un peu délicat. On peut faire une page recto verso. Hein. Lorsqu'on a comment dire, plus de 30 ans de carrière et ensuite après on a fait plein de choses, c'est compliqué, c'est très compliqué comment dire, de tout résumer sur une page, je suis bien d'accord. Mais dans ces cas-là. Et aussi de tronquer son expérience professionnelle. Parce qu'en fin de compte, on nous demande de choisir, de mettre en avant les choses les plus probantes. Mais lorsqu'on a fait 30 ans on ne peut pas dire oui, ça c'est pas important dans ma vie professionnelle parce que c'est très important aussi. Le CV va être un vrai reflet de votre personnalité. Et en fait, c'est hyper important que vous preniez conscience de cela. Un CV sur lequel il y a des fautes, sur lequel c'est brouillon, sur lequel c'est mal structuré, on a nous des clients qui nous disent « Ah, ça me donne un indice sur le candidat. Vrai ou pas vrai, fondé, pas fondé, mais en tout cas, ça ne met pas dans une bonne posture. » Et c'est important. Donc dans le cas effectivement de se dire on a plein de choses à raconter, plein de choses à dire, c'est important d'arriver finalement à structurer la pensée et à se dire comment je peux l'organiser dans mon CV. Et c'est faux, on s'en fiche que votre CV il fasse 1 ou 2 pages, enfin il peut en faire 2, c'est pas du tout un problème. Et je vais vous dire que vous aurez autant de recruteurs sur Terre qui vous donneront autant d'avis sur des CV. Donc pour le coup, ne vous arrêtez pas et changez-le 50 000 fois et une fois, parce que sinon on s'en sortira pas. En revanche, là ce qu'on vous donne, c'est des fondamentaux, des choses qu'on voit au quotidien, qui sont parfois gravissimes, qui sont incontournables, qui nous font perdre du temps, qui vous font passer à côté d'opportunités. Et pour revenir à votre question, ce que je vous invite à faire, c'est faites un CV. Alors je vous dis pas en faire 50, mais en tout cas j'imagine que vous n'avez pas 400 projets professionnels, enfin à moins que vous soyez compétences de maçon à PDG, ce qui peut arriver, mais en tout cas ça va pas forcément être ça. Enfin moi je ne sais faire que du recrutement, en tout cas c'est déjà pas mal. Et donc l'idée ça va être de se dire, ok, selon les 2-3 targets de postes que j'ai, quelles sont les compétences qui vont être clés. Et donc du coup, je vais faire les 2-3 CV où je vais chercher à valoriser ça. Ce qui ne vous empêche pas de laisser la plupart des expériences que vous avez eues, mais en les condensant et surtout en ne les détaillant pas toutes. Vous pouvez faire une ligne de 2010 à 2015, voilà, j'ai fait grosso modo ça. Et ce qui vous permet derrière de valoriser les plus importantes. Mais ne cherchez pas à tout détailler. C'est l'objectif de l'entretien, de vous connaître et de faire connaissance avec qui vous êtes à travers ces petites lignes-là. Donc j'enchaîne sur un point qui est très important sur le CV qu'on ne retrouve pas suffisamment, je trouve, aujourd'hui, les compétences. Mettez en valeur des compétences. Au-delà des expériences professionnelles, un recruteur ou un RH ou n'importe qui dans une entreprise, même des gens qui ne sont pas forcément dédiés au recrutement, des managers qui vont vouloir recruter, ils ne savent pas ce que vous avez fait dans le détail, ce que chaque poste vous a apporté et comment vous avez pu grandir professionnellement dans le passé. Donc mettez en avant des compétences professionnelles pures, donc des strong skills, avec mon super accent, ou des soft skills, donc sur tout ce qui est vraiment sur la perso. C'est-à-dire, je suis polyvalente, je suis adaptable, Mettez ça en avant parce que c'est ça aussi qui fera votre différence. Aujourd'hui, sur le marché, quand on a une compétition entre 2 candidats,
on a les mêmes compétences. Ce qui fait la différence, c'est la perso. Mettez en avant votre personnalité professionnelle, évidemment, mais mettez-la en avant, c'est ça qui fera que vous allez trouver une entreprise dans laquelle vous allez bien vous sentir et avec qui ça va matcher vraiment. Parce que c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Au-delà d'un poste, on cherche que ça matche, qu'il y ait un coup de cœur, comme je le disais tout à l'heure pour Lobster, qu'on s'y sente bien. Et enfin, la présentation. Ça c'est mon grand combat. Je suis beaucoup sur des postes de directeur artistique, de créa, de développeur et les CV partent un petit peu dans du grand n'importe quoi, on va le dire. Donc faites attention, quand je vous dis qu'on voit 100 CV par jour minimum, on en lit toute la journée, on en voit toute la journée, on écrit dessus, enfin vraiment ils vivent les CV. Donc faites en sorte qu'on ait un CV qui soit lisible rapidement, donc en 6-10 secondes comme je vous ai dit tout à l'heure. Le CV n'est pas là pour montrer votre créativité. Si vous êtes directeur artistique ou graphiste ou développeur, multimédia, etc., votre portfolio et votre book, il servira à montrer votre créativité. Là, c'est simplement pour donner un maximum d'informations et de mots-clés au recruteur pour qu'il ait envie de vous rencontrer. C'est juste pour entraîner ce moment-là. Donc concentrez-vous sur quelque chose de clair, de lisible, de simple et d'efficace. Sans faute. Et sans faute. Ça, c'est très important. Même nous, on en fait dans nos mails et c'est vraiment la honte. Vraiment. Sur les soft skills, vous parlez de polyvalence, adaptabilité. Comment on fait justement pour distinguer de la soft skill un peu bateau, je dirais? Alors, on y reviendra peut-être parce que cette question elle est hyper importante et on la creuse juste après. Ah non, on peut la creuser maintenant, hein, pour le coup. Alors, en fonction déjà de ce que vous recherchez aujourd'hui sur le marché, de votre profil, il y a des mots-clés, comme je le disais tout à l'heure, qui vont ressortir plus que d'autres. Alors oui, quand je dis polyvalence, adaptabilité, là, dit comme ça sonne un petit peu bateau. Mais par exemple, sur un poste en agence, où la personne va devoir effectivement être polyvalente et créative et adaptable, ça va venir compléter les expériences professionnelles passées. Et en fait, c'est des mots-clés qui vont juste attirer l'attention du recruteur qui va vouloir vous appeler et aller chercher un petit peu plus loin et creuser. Le but, c'est pas de répondre à toutes leurs questions, c'est qu'ils se posent des questions et qu'ils disent « Ok, il faut que j'approfondisse le CV ». Et j'avais noté une phrase que je trouvais intéressante qui disait « Un CV qui s'adapte au mode de lecture du recruteur est un CV qui sera examiné de manière plus approfondie ». Et c'est ce que vous recherchez aujourd'hui. Vous ne recherchez pas forcément à vous démarquer par la présentation, par votre profil, etc. Vous souhaitez d'abord attirer l'attention et que la personne vous appelle directement et aille creuser plus loin. Et là, découvre votre personnalité et se dit « Ok, d'accord, c'est un super candidat, je vais le ramener tout de suite en entretien. » Vous voyez ? Ensuite, donc comme on le disait tout à l'heure, le savoir-faire, c'est très bien, mais le savoir-être, c'est très important également. Le premier point, c'est la présentation. Ça peut vous paraître bête, mais bien s'habiller à un entretien, ça fait toujours plaisir auprès du recruteur et on sent que c'est une marque d'attention et d'intérêt pour le poste. J'ai eu plusieurs fois des candidats qui sont arrivés soit en jogging, soit avec un rouge à lèvres bleu ou ce genre de choses. Moi, ça ne me dérange pas dans le perso, hein, mais dans le professionnel, il y a une certaine carrure à avoir et un certain intérêt à montrer en s'habillant bien. Et ça fait toujours plaisir auprès du recruteur de se dire, voilà, là j'ai eu un petit candidat qui est arrivé, il s'était bien habillé pour moi, on a eu une super discussion. Voilà, c'est juste une petite marque d'attention, mais qui compte beaucoup au final. Ensuite, l'attitude, pareil, ça peut paraître un petit peu bête dit comme ça, on se dit bah oui, on se tient toujours bien en entretien, pas tout le temps. En fait, quand on est candidat, il faut avoir une attitude proactive. Retenez bien ça, c'est la proactivité. Prenez toujours de l'avance sur le recruteur, c'est-à-dire le CV à jour avec tous les liens cliquables, nickel, etc. Vos profils, et ça en reviendra par la suite, nickel, bien lissé, bien contrôlé. Et puis, une attitude perso dans l'écoute, dans l'intérêt de l'autre. Envoyez toujours un petit mail après l'entretien, hyper important, on oublie souvent, le soir même ou le lendemain matin pour remercier, pour faire un point sur ce qui a été dit pendant l'entretien. Et puis, pour donner envie d'aller plus loin. Et on n'envoie pas juste « Merci de m'avoir reçu, c'était chouette ». Ça, on a eu aussi. Non, on fait pas. Non, mais enfin, je caricature, mais expliquer « Merci de m'avoir reçu », bien sûr, mais au regard de ce qu'on s'est raconté, en quoi j'apporte une valeur par rapport à ce poste-là. Honnêtement, la lettre de motivation, on s'en fiche, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que finalement, vous envoyez quand je dis vous, c'est globalement, on envoie la même lettre de motivation de façon pas du tout personnelle, donc ça n'a aucun intérêt.
En revanche, la valeur d'un mail qui nous est envoyé en disant « J'ai compris ce que vous cherchez, voilà pourquoi je suis la bonne personne, merci pour votre temps, je me rends disponible pour rencontrer Madame Untel au prochain rendez-vous ». Clac, on sent qu'il y a de l'intérêt, on sent qu'il y a une vraie prise de conscience de « Ça y est, je suis inscrit dans le process de recrutement » et c'est des petites choses. Aujourd'hui, quand on reçoit un mail de remerciement, c'est quoi? C'est un mail par semaine. On rencontre combien de candidats par semaine? Une vingtaine chacun. Enfin, vous vous rendez compte, le ratio, moi je trouve que c'est des éléments qui sont de base, ça coûte rien, ça fait plaisir, ça démontre la motivation, ça démontre l'implication, et on passe à côté de ce petit truc qui est gratuit, c'est quand même un petit peu dommage. Et autre point, je reviens juste en amont, quand vous allez à un rendez-vous, n'arrivez pas en disant « j'ai rendez-vous avec qui, je sais plus, madame machin ». Ouais, ça c'est horrible, c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous soyez dans une posture de « bonjour, j'ai rendez-vous avec Lola Morel ». Voilà. C'est aussi montrer de l'intérêt, c'est peut-être des basiques, mais le nombre de gens qui arrivent, qui ne savent pas, qui arrivent en vrac, en retard, avec leur casque, etc., qui ne savent pas avec qui ils ont rendez-vous, c'est trop dommage, c'est trop dommage. Donc, et je vais rebondir là-dessus aussi. Regardez avant de l'entretien, que ce soit avec un cabinet, regardez le site du cabinet ou avec l'entreprise, regardez le site de l'entreprise, le nombre de candidats que j'ai qui m'ont dit « Ah, j'ai pas eu le temps ». 10 minutes dans le tramway avant d'arriver, vous avez vu le site en 2 secondes et demie. Mais regardez-le parce que pareil, c'est un signe d'implication, c'est un signe d'intérêt et ça fait perdre des points quand on a quelqu'un en face de nous qui dit « j'ai pas eu le temps ». Bah, c'est un peu dommage parce qu'on est justement là pour en parler. En tout cas, ces éléments qui sont clés vont forcément pas être des éléments de décision, mais nous donner, quand je dis nous, c'est la sphère recruteur, des indications sur vos réflexes. Et forcément, on ne peut pas s'empêcher de dire quelqu'un qui arrive, qui a super préparé, il a son CV, il est proactif. Et bien du coup, on se dit, ok, comment j'ai une projection de cette personne-là dans mon environnement professionnel? Et bien je me dis que si un business développeur, il aura préparé son rendez-vous, qu'il ira chez le client, il saura avec qui il a rendez-vous. Et tout ça, c'est... Voilà, quand on arrive que c'est brouillon, on se dit, ah là, on part mal, on prend un gros risque. Donc finalement, il faut se maîtriser et maximiser les chances sur des petits détails qu'on va avoir pour faire la différence. Même si c'est juste prendre sur soi et faire un peu semblant. Hein. Pour le coup, on se dit voilà, j'arrive en entretien, posture directe, et puis on fonce et on le réussit. C'est juste se mettre dans cet état d'esprit-là 5 minutes avant. On se pose avant d'arriver, au lieu de sortir du métro et enchaîner directement vers l'entretien, on se pose 5 minutes, on respire un grand coup, on se remet les idées en place sur voilà, mon profil, comment c'était, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux exprimer aujourd'hui, qu'est-ce que je veux mettre en avant sur ma personnalité et sur mes expériences professionnelles. Et ensuite on rentre. Juste prendre ce petit temps, c'est hyper important et ça va vous conditionner pour votre entretien par la suite. Et ensuite, un point également très important pour nous, c'est la rémunération. Alors, ça va vous paraître un peu bizarre dit comme ça, mais c'est simplement connaître sa valeur sur le marché. C'est ultra important de savoir combien on coûte sur le marché, quel profil on a, vers quoi on va. J'ai eu pas mal, enfin même Marie également, j'ai eu pas mal de candidats qui sortaient d'écoles de commerce et qui n'avaient que, allez, on va dire 12 mois de stage à leur actif et qui demandaient 38K sur le marché. Et ben c'est bête, mais d'un coup ça les fait descendre, pas dans notre estime, mais dans le jugement qu'on peut avoir avec eux, parce qu'on se dit ils n'ont aucune valeur, aucune conscience de leur valeur sur le marché. Et donc résultat, est-ce qu'ils connaissent bien le marché, est-ce qu'ils connaissent bien le monde professionnel? Il y a plein d'autres questions qui viennent par la suite à ça. Donc pensez à bien chercher dans quel secteur vous êtes, sur quel métier vous êtes, en fonction de votre juniorité et seniorité, combien vous pouvez vous placer. Vous pouvez donner une fourchette, on peut dire entre 30 et 33 sur un junior qui sort d'école, très bien, ok, en fonction du poste. Mais surtout ne sortez pas un énorme chiffre en disant oui mais l'école m'a dit que... Oui mais l'école dit beaucoup de choses en école de commerce sur des postes de BizDev, etc. Mais c'est pas la réalité du marché. Donc allez faire des recherches, il y a plein de sites qui font souvent des recherches là-dessus et qui mettent des chiffres à jour environ tous les 6 mois. Ça vous permettra déjà de voir que vous êtes renseigné, que vous êtes aussi impliqué dans votre recrutement et dans votre recherche, et vous passerez moins pour quelqu'un d'un petit peu en dehors des réalités. Et petite question, si on se souvent, et on se souvent, c'est-à-dire qu'en fait on prend des rémunérations, alors on se vend sous un plafond qui n'est pas forcément... oui, il y a aussi l'inverse où on a des super profils qui se sous-vendent et c'est... Alors là, il faut jouer sur les bons cabinets de recrutement qui vont avoir la capacité de faire ce qu'on appelle du conseil et aussi d'être capable de vous dire, nous on a des gens d'une grande qualité, attendez, c'est pas possible, enfin,
il y a une étape qu'on a manquée, et là pour le coup c'est à nous, notre responsabilité d'être force de conseil, dans un sens ou dans l'autre, de vous dire non, là on va vous vendre un peu plus cher parce que voilà, c'est ce que vous valez sur le marché. Mais là pour le coup, je peux rien mieux vous dire qu'il faut faire confiance à l'interlocuteur qui est derrière. C'est vrai que si on est en direct avec l'entreprise, si on est en direct avec l'entreprise, il faut avoir un minimum de conscience sur voilà. Mais vraiment c'est tout bête. Sur internet, on a tous les fichiers, même sur fiches de poste, toutes simples sur internet, on a la fourchette de salaire. Déjà ça permet de positionner un petit peu, tout simplement. Et je me permets juste une aparté parce que je ne sais pas s'il y en a qui sont en reconversion professionnelle ici. Si toutefois c'est le cas, il faut prendre conscience que c'est une vraie aventure professionnelle. Moi j'ai recruté quelqu'un dans l'équipe qui s'appelle Véronique. Véronique elle a 36 ans. Elle est repartie en stage, toute junior chez nous parce qu'elle ne connaissait rien au métier. C'est une aventure absolument formidable, mais elle a joué le jeu. Elle est repartie en stage. Et il faut prendre conscience que même si on a 36, 50 ou 102 ans, et ben quand on recommence une aventure professionnelle, et ben on peut être le junior de quelqu'un. Et ce qui veut dire qu'en termes de rémunération, finalement la valeur qu'on amène dans l'entreprise, et ben elle est la valeur d'un junior. Et c'est pas grave, on peut progresser, mais j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah ouais là j'adore, je veux remonter un truc, etc. mais je vaux 75 ». Ah ouais, là, mais ils ne prennent pas conscience du coup que quand on repart sur une aventure professionnelle, il faut aussi prendre le risque et faire le choix d'accepter ça. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et c'est pas parce qu'on a été comptable qu'on est un super recruteur, ou inversement. Donc on va passer sur toute la partie réseaux sociaux parce qu'il faut partir de notre quotidien. J'ai un peu répondu, moi c'était concernant le mail de remerciement. Ouais. Parce qu'en fait, j'en fais un et je trouve que j'ai l'impression de répéter ce que j'ai dit pendant l'entretien. C'est un peu ça. C'est pas grave, honnêtement, c'est vraiment pas grave. Ça veut dire que ça va, je vous dis, on en reçoit tellement peu. Ça fait 8 ans que je fais ce métier, je pense. J'ai reçu 2 cadeaux dans ma vie, donc yes, c'était un super recrutement, c'était incroyable. Mais c'est fou en fait de se dire à quel point, on vit un vrai truc avec les candidats. On fait pas ce métier, on fait ce métier par passion, quoi. Je veux dire, voilà, on fait autre chose. Et donc c'est important de se dire, c'est chouette. On a marqué une rencontre, on a eu un échange. Nous, quand on voit un candidat, on le voit en moyenne entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est long quand même, parce qu'on a le temps d'échanger sur plein de choses et de se raconter des choses. Et bien de dire merci, j'ai compris ce qu'on s'est raconté et voilà pourquoi c'est moi, on s'en fiche de savoir si c'est la même chose. Juste le fait que vous le fassiez, on se dit, elle est ancrée, on peut compter sur cette personne et on a la conviction que cette personne sera impliquée dans le processus de recrutement. Alors, on va passer sur comment, maintenant qu'on a le CV, qu'on a l'attitude, etc., on va passer sur comment bien chercher son emploi. Donc, on va passer sur les job boards. Les job boards, c'est des sites qui sont spécialisés dans le recrutement, qui peuvent servir autant aux candidats qu'aux cabinets de recrutement, puisque ça peut être des CV tech sur lesquels vous posez votre CV, ou simplement des annonces qui sont postées par des recruteurs et auxquelles vous pouvez répondre. Donc, c'est tout bénéf pour vous. Surtout que c'est gratuit de votre côté et non pas des entreprises. Donc, on va commencer par cadre emploi. Cadre emploi, c'est une recherche seulement pour les cadres confirmés. Il y a 94% d'offres en CDI, donc c'est très intéressant. Et il y a en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une grosse CV tech. Donc, vous vous dites, je pose mon CV là-dessus, mais il va être perdu parmi d'autres CV. Au contraire, on a une recherche qui est extrêmement précise et qui nous permet de trouver le CV qui va correspondre, ou simplement élargir la recherche et trouver des CV plus atypiques, mais bon, on n'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, des CV qui sortent un petit peu plus de notre scope, mais au final qui sont tout aussi intéressants. Ensuite, on a 4 online qui est plus pointu sur l'ingénierie, l'informatique, les télécoms, R&D et multimédia. On a Quel Job qui est plus pour les secteurs BTP et santé. Région Job si vous ne souhaitez pas travailler en Ile-de-France, mais donc dans toute la France. Très intéressant et surtout très bien pour les commerciaux. Bon, on ne le présente plus, Monster, hein, c'est le grand d'Île-de-France, c'est pour des cadres intermédiaires. On a 90% de CDI sur ce site. On a un petit nouveau qui s'appelle lesjeudis.com qui est spécialisé pour l'informatique. Donc on a moins d'offres d'emploi dessus, mais tout aussi intéressant parce que vraiment bien précise et vraiment au top, bien choisi. Ils ont bien développé le site. Ouais, ils ont bien développé le site également. On ne le présente plus non plus Indeed. Indeed, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un métamoteur, donc il peut servir autant aux cadres qu'aux non-cadres. Et en fait, tout le monde peut le consulter. Donc n'hésitez pas à aller dessus, vous pouvez mettre votre CV également, c'est une superbe CV Tech. Et il y a énormément d'annonces.
Et enfin, Stepstone, qui est plutôt des offres en IT, en ingénierie, commerciale et marketing, et pareil, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Et le tout petit dernier, c'est Le Bon Coin, qui s'est mis à faire du recrutement et qui est arrivé en 3e place aujourd'hui des sites de recrutement les plus fréquentés. Le premier étant Pôle emploi, évidemment. Excusez-moi, vous ne citez pas le site de l'APEC qui est quand même un des premiers jobs si, pardon, je l'ai complètement oublié. Mais effectivement, nous, on va également sur l'APEC, mais c'est à peu près l'équivalent de Cadre Emploi, en fait. C'est pareil. Ouais, on les met sur le même level. Ils se disent être vraiment quasi leader maintenant en termes de job. Nous, on les utilise de la même manière. D'accord. Ouais, c'est intéressant d'avoir votre... Ouais, mais on les met sur le même. Oui. Savoir si c'est si c'est vrai ou pas le fait qu'il faille changer son CV ou modifier le mardi sur les job boards. Écoutez, on n'est pas à la machine à café en train de se dire génial, aujourd'hui c'est la sortie des CV, pas du tout. Non, il y en a des. Donc je sais pas qui dit ça, mais. En tout cas, toutes les semaines. Moi, j'ai eu de. Alors en fait, on dit ça pour que ça remonte dans les recherches. Rafraîchir peut-être, changer dans la je pense pas. virgule, le truc. Oui, c'est ça. Non, en fait, c'est juste vous reconnecter pour le faire remonter dans la recherche, mais sinon. Mais le mardi n'a aucune importance. Le mardi n'a aucune importance. Si vous voulez faire ça devant Netflix le dimanche, c'est très bien aussi. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai vu que vous avez oublié aussi autre chose pour les personnes qui travaillent dans le social, pas noté, le social. C'est-à-dire Et la santé, le staff santé ou comment. Alors pour la santé, sur les réseaux sociaux, vous quel voulez jeune dire, enfin sur les supports, c'est que des exemples. Hein. Oui, il y en a plein un milliard. d'autres, Mais ça, c'est les principaux sur lesquels vraiment. Après, moi, je vous cite, c'est-à-dire santé, BTP, etc. C'est les secteurs principaux. Après, il y a tous les secteurs sur ces profils-là. c'est pas limitatif. Hein. Oui, complètement. Enfin, nous, on trouve toutes sortes de profils sur cadre emploi, quel job, cadre online, etc. Et pas forcément des cadres, c'est-à-dire que tout le monde, c'est des CV Tech aussi, donc tout le monde peut mettre leur CV, mais on vous conseille vraiment de mettre vos CV sur des CV Tech parce que les recruteurs vont vous chercher là-bas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tous s'appuyer sur un vivier. On va aller chercher le candidat qui correspond par rapport à une opportunité professionnelle, à une offre. Donc n'hésitez pas à poster vos CV, vous aurez des retours téléphoniques très rapidement, avec le numéro, l'adresse mail et compagnie. Et donc je vous donnais juste le petit temps d'arrivée, donc Pôle emploi en premier évidemment, ensuite on a Indeed et Le Bon Coin en 3e, donc n'hésitez pas à tester également Le Bon Coin, je pense que c'est plutôt intéressant. Ça peut. Et ça doit. Alors du coup sur les réseaux sociaux professionnels, alors moi je suis naze en informatique, donc je vous mets très à l'aise sur le sujet. Mieux vaut un CV très bien fait et passer un maximum de temps sur votre CV avant d'arriver sur votre page LinkedIn. On préfère 1000 fois un CV qui est bien travaillé, qui est lisible, sur lequel on va se dire super, on a une belle personnalité derrière ça, plutôt que de faire un petit peu de tout et pas terrible du coup au final. Et ça c'est hyper important parce qu'il va falloir contrôler votre image. Ça c'est le premier point. Deuxième point, et j'y tiens, LinkedIn n'est pas une scène d'expression de vos idées personnelles. Et ça, c'est hyper important parce qu'on voit des gens qui sont revendicateurs sur des choses politiques, des choses de la vie. Donc vous pensez ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, mais pas ici. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et Lola a quelques petites anecdotes croustillantes à vous donner sur le sujet. Mais en tout cas, c'est un terrain d'expression qui n'est pas le bon. Et vous gardez en tout cas tous vos pensées personnelles qui sont très probablement très bonnes, mais pas ici. Donc effectivement, ça, les choses étant, on passe effectivement sur le LinkedIn. Je ne sais pas si vous connaissez encore Viadeo, mais moi plus trop, du coup. C'est le troisième point. Mieux vaut un LinkedIn bien fait qu'un Viadeo pourri. Donc très clairement, c'est important. Viadeo exit, arrêtez de passer du temps là-dessus, plus personne n'y va, c'est mort. Je suis désolée pour eux, je ne sais pas s'il y a des actionnaires Viadeo, mais il va falloir faire des actionnaires LinkedIn maintenant quand même. Donc LinkedIn est important. On vous a donné l'exemple de Xing et de Quora. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont susceptibles de vouloir postuler à l'international, mais sachez qu'il y a des réseaux sociaux locaux à l'international qui peuvent vous être aussi extrêmement utiles. Xing est très présent sur tout ce qui est environnement germanophone, etc. etc. Donc voilà, faites attention en tout cas aux réseaux sociaux qui peuvent vous être utiles dans le cadre de cette recherche-là. Mais revenons à nos moutons et ce qui nous intéresse grandement aujourd'hui, c'est LinkedIn. LinkedIn est une page qui vous est personnelle et qui doit avoir la même rigueur qu'un CV et c'est hyper important.
Petit conseil, autant un CV n'oblige pas forcément d'avoir une photo, autant LinkedIn, c'est quand même un peu dommage. D'avoir le petit bonhomme qui est comme ça, et ben, ça donne pas envie de consulter. Et surtout, ça crée pas un contact qui est chaleureux d'une certaine manière. On a besoin de se dire, c'est un réseau social, et ben dans le réseau social, il y a social, et ben il faut qu'il y ait du lien immédiatement. Donc mettez une photo, après vous avez un bandeau derrière qui qu'on appelle une page de couverture. Il faut que ça reste personnel, il n'y a pas de règles. Mettez une photo qui vous ressemble, rentrez pas dans des carcans ultra professionnels à mettre une citation, je sais pas quoi, quelque chose qui vous ressemble. Moi j'avais mis un maillage de trucs tricotés pendant un moment parce que je trouvais que c'était joli et que ça, voilà, tout simplement parce que j'aime bien. Comment les utiliser intelligemment? C'est important qu'il y ait un vrai sentiment d'implication dans l'écriture de sa page. Donc pareil, qu'il n'y ait pas de faute, que les choses soient structurées. Nous, recruteurs, avant même d'aller sur les réseaux sociaux personnels dont va parler Lola derrière, notre premier réflexe c'est de chasser sur LinkedIn tout le temps, on est en permanence dessus, à longueur de journée. On a besoin d'une information sur un CV qu'on n'a pas, on va aller chercher sur LinkedIn. Il y a même des candidats qui nous disent maintenant j'ai même plus de CV, allez sur mon LinkedIn. Alors ça, faut pas le faire non plus, je le dis, parce que c'est important qu'on garde cette base de CV. Mais en tout cas, travaillez là. Si vous n'êtes pas sûr de bien la travailler, ne le faites pas. Mieux vaut pas faire que faire mal, et ça c'est hyper important. Et allez effectivement détailler avec peut-être plus de spontanéité, de légèreté professionnelle, de personnaliser davantage votre page LinkedIn. Elle vous est vraiment personnelle, tout le monde peut la consulter, que ce soit un recruteur, un collègue, quelqu'un qui vous ait coopté, etc. Mais il faut absolument qu'elle soit structurée et qu'on ait tout de suite une idée claire de qui vous êtes, ce que vous cherchez, dans quel état d'esprit vous êtes, et donc c'est très important qu'elle soit bien travaillée. Mais en tout cas, mon grand conseil, c'est que si vous ne savez pas faire, vous ne faites pas du tout. Et je rajouterais même, si votre page est bien finie, bien ficelée, et que vous commencez à créer un réseau vraiment LinkedIn avec d'anciens collaborateurs, etc., ils vont pouvoir vous noter, mettre des références professionnelles dessus, et en fait ça va faire évoluer votre profil, et n'importe quel recruteur ou manager qui souhaite vous recruter, etc., qui ira faire un petit tour, verra les commentaires de vos anciens collaborateurs ou anciens clients, qui sont souvent positifs, hein, on n'a pas de commentaires négatifs sur LinkedIn, mais du coup ça va valoriser votre profil. Donc c'est aussi une façon de se valoriser différemment en dehors du CV et des références professionnelles habituelles. Oui. Alors moi tu connais Florian en emploi parce que tu vas commencer à chercher, et j'ai de plus en plus l'impression, en tout cas dans mon secteur de l'informatique, que par exemple avoir un LinkedIn c'est presque obligé justement. Exactement. Ouais. C'est incontournable. C'est absolument incontournable, mais effectivement mon propos c'est de se dire s'il est bâclé, ça vous donnera plus une mauvaise image. C'est comme un CV qui est mal fait. Un CV qui est mal fait, on se dit on va passer sur celui qui est mieux fait. Donc travaillez-le, allez voir des professionnels si vous n'êtes pas sûr de bien le faire. En tout cas, il vaut mieux que vous disiez j'attends 15 jours le temps de me faire une belle page Facebook. C'est comme un site internet qui sort et qui ne fonctionne pas. C'est un peu dommage, ça donne une mauvaise image de la société. Là c'est un peu pareil. Donc oui, c'est incontournable, mais sous la condition que ce soit bien. Donc il y a la description, d'accord, etc. Mais perso, moi, j'ai montré le poste, longtemps je les ai développés, et une fois le mot. Parce que je me suis dit, il y a le CV qui. Mais non, justement, parce que tout le monde met son CV sur LinkedIn, mais en tant que recruteur, nous, on ne peut pas l'ouvrir, en tout cas, on ne peut pas l'imprimer. Si, je me dis si. Non, vous n'avez pas détaillé toutes les opportunités. Il faut en fait, il faut vraiment aller détailler les expériences, parce que ça va servir en. Différemment du CV. Non, pas forcément. Vous pouvez répéter ce qu'il y a en dessous de chaque expérience sur votre CV. Vous avez plus de liberté sur votre LinkedIn parce que LinkedIn vous donne une arborescence dans laquelle vous pouvez vous exprimer et mettre un... Disons que si votre LinkedIn il fait 14 pages, on s'en fiche un peu. Sur votre CV, c'est un petit peu plus compliqué. C'est ça. Mais éclatez-vous dans les places que vous avez. Ouais, exactement. Moi j'ai une question sur le résumé. Comment faut-il le présenter? Parce qu'il y a différents avis sur le résumé. Il y a des personnes qui disent qu'il faut mettre pas plus de 3 lignes. Il y a d'autres personnes qui disent qui est juste au-dessus. Le résumé qui est juste au-dessus, qu'il faut se présenter, alors dire ce qu'on est aujourd'hui, dire ce qu'on peut faire dans le futur et ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Quels sont vos conseils? Je vais vous dire tout de suite un exemple de référence pas plus long qu'un synopsis de cinéma. C'est une dizaine de lignes. Entre 6-7 lignes, là on est parfait.
Et après, vous pouvez aller sur le hyper corpo, institutionnel, etc. ou un truc un peu plus fun. Après, c'est vous qui décidez. Mais c'est vrai que si on clique et qu'il y a un truc comme ça qui se déploie, c'est lourd. Mais voilà, synopsis de cinéma, c'est une bonne taille en fait. Parce qu'on perd pas trop l'attention de la personne, on intéresse un peu, on donne envie d'en savoir plus et ça suffit. Et c'est plus pour se présenter soi-même. Et dire aussi ce que vous recherchez, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est l'encart idéal. Vous pouvez le mettre de mémoire, tu me dis voilà si je me trompe, mais on peut le mettre quand on est en recherche d'emploi, à l'écoute d'opportunités et avec le poste à côté. Est-ce qu'on peut le rajouter ça si on est en recherche d'emploi? Parce que c'est pas forcément toujours très bien vu. De mettre ça dépend si vous êtes en poste aujourd'hui. Non, je suis pas en poste. Ah bah alors non, oui, bien sûr. C'est si vous êtes en poste, effectivement, ça peut être un peu délicat. Oui, si on est en poste, oui, évidemment, il ne faut pas le mettre. Il faut le. Si vous n'êtes pas en poste aujourd'hui, c'est dommage de ne pas le savoir. On nous demande, des entreprises passent leur temps à nous dire ah bah il y a 3 mois de préavis. Quand on a des gens qui sont dispo tout de suite, c'est merveilleux. Oui, c'est génial. Non, mais quand on change ses dates, normalement ça se voit sans que ça soit trop. Quand on change ses dates, par exemple, comme le poste est fini. Oui, mais ça n'empêche pas renotifier le. Non, et même il faut être connecté avec la personne pour avoir la notification du changement de date sur les expériences. Alors que si on va juste sur un profil pour voir où vous en êtes, on n'est pas notifié de tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre en avant. Plus trop que passer, en fait on s'en fout au final. Mettez à l'écoute, puis dans le résumé, etc. Au moins ça montre que la personne est intéressée et a envie de travailler, tout simplement. 2 points, souvent les candidats nous disent ah j'ai une lettre de recommandation. Super. Qui ici vous a déjà recommandé pour des mauvaises compétences? Personne. Donc la lettre de recommandation n'a aucune valeur parce que par définition, si on vous recommande, c'est qu'a priori, ça s'est plutôt bien passé. En revanche, les recommandations que vous avez sur LinkedIn, c'est hyper important parce que c'est ce que nous on appelle la prise de référence. C'est des gens qui sont soit vos N+1, soit vos collègues, soit des gens qui ont travaillé avec vous, qui vont mettre en évidence sur votre profil LinkedIn, tiens, voilà ce que je peux dire de cette personne. Et ça, c'est chouette. 2e point, vous pouvez intégrer aussi dans votre CV comme dans votre LinkedIn un petit truc que j'aime bien qui s'appelle ce que l'on dit de moi. Et c'est ce qu'on vous a dit sur un entretien annuel, ce qu'une amie vous a dit. Et vous disiez, je sais plus, vous allez chercher des termes qui vont faire un petit peu la différence. Et ben, il n'y a rien de pire qu'un candidat quand on leur demande c'est quoi vos axes d'amélioration. Je suis un peu pointilleux, donc voilà, à qui on a déjà reproché d'être un peu pointilleux. On en a marre de cette réponse. Donc dites que vous êtes bordélique, dites que vous êtes parfois râleur, dites toute la vérité sur vous, mais à côté de ça, arrivez à bien à vous valoriser en disant je suis quelqu'un de pétillant, je suis quelqu'un de battant, je suis quelqu'un qui trouve des solutions. Allez dans un lexique qui vous ressemble, un lexique. Demandez à vos amis ce qu'ils pensent de vous. Ils vont pas vous dire dis donc, tu es sacrément bien organisé. Super. Allez dans un registre qui vous définit vous, et c'est ça qu'on va chercher. Être vrai. Mais justement, je sors de 2 entretiens. Ouais. Ensuite, après des 2 entretiens, ça a toujours été la même chose. C'est-à-dire qu'on me demande de me présenter. Donc, je me suis présenté. Ensuite, après, comme je dis, arrive à un certain moment, on ne va pas me refaire parce que vu l'âge, c'est un peu dommage. Et lorsqu'on leur dit que vous êtes ambitieux et que vous êtes, je pourrais dire ça, moi je pourrais dire ça. Je cherche le mot pour que ce soit beaucoup. Alors de l'avant. Pardon? Alors de l'avant. Non, vous êtes un peu carré, un peu comment dire. Rigide. Non, pas rigide. Parce que, comment dire, attention, parce que pour ce mot-là, c'est pas mon propos. Faites attention de ce que vous employez. Rigide, quand vous allez chercher la définition de rigide, bien sûr, mais c'est une blague. Ça veut dire que n'accepte pas le changement. Absolument, oui, voilà. C'est tout à fait vrai. Voilà, donc, par rapport au métier que je fais, je ne peux pas être rigide. Bon, ceci dit, bref. Lorsque vous arrivez, on vous demande de vous présenter, de savoir éventuellement vos principaux qualités et vos défauts. Il y a des fois, ils ne veulent pas entendre, parce qu'arrive à un certain moment, ils pensent que voilà, ensuite après, des fois, on va vous demander, oui, que pensent vos collègues. Excusez-moi, mais moi, arrivé à un certain moment, comme je vous l'ai dit, je dis, moi, je ne suis pas là pour voir ce que font mes collègues. Moi, mon objectif, c'est accompagner la personne pour aller le plus loin possible. Les collègues, on est là uniquement en tant que professionnels. Mais du coup, c'est dommage de ne pas jouer le jeu de l'entretien aussi. Ouais. L'entretien, il sert à avoir un échange et en fait, la personne vous pose ses questions pour avoir un maximum d'informations sur vous pour les rapporter auprès du client. C'est pas un jugement. C'est pas du tout un jugement. J'entends bien. Ensuite, après, comme me dit oui, mais si jamais je cherchais l'information sur votre ancien, vos anciens postes et compagnie, qu'est-ce que vont penser vos collègues? J'ai
dis, mais allez-y si vous voulez. En plus de ça, il n'y a pratiquement plus de personnes. Juste, je regarde parce que c'est une question que je pose, et en fait, c'est une façon détournée de mettre la personne à l'aise. Allez demander à quelqu'un, dites-moi ce que vous pensez de vous. C'est hyper dur de parler de soi. C'est hyper dur d'être juste sur les mots qu'on va employer pour se définir. Et pour le coup, cette question-là, à titre perso, ça n'engage que moi, je pose cette question-là parce que c'est une façon de dire, ah bah tiens, je vais te raconter, mon collègue, oui, c'est marrant, il m'a dit ça un jour. Et c'est une façon de mettre à l'aise, de détourner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, je vous en prie, ne vous mettez pas dans une logique de suspicion vis-à-vis du recruteur. Aujourd'hui, c'est une vision qui est old school. Nous, on fait ce métier parce qu'on rencontre des gens, parce qu'on a envie de... On ne sauve pas des vies, mais on en accompagne quand même quelques-unes. Donc, notre métier, c'est ça. Notre métier, c'est que vous arriviez en poste, que vous soyez bien, et puis que derrière, vous nous rappeliez parce que vous êtes manager et que vous avez besoin de recruter pour votre équipe. Ça, c'est la vraie réussite d'un recruteur. Mais du coup, on parlait de savoir-être tout à l'heure, vous êtes quelqu'un de sympathique, mais du coup, vous êtes tout de suite dans une logique un tout petit peu suspicieuse en vous disant, tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire ce recruteur-là à cet instant T? Et donc du coup, qu'il aille demander à mes collègues, c'est trop dommage, parce que du coup, peut-être que cette personne-là a voulu vous mettre à l'aise, je sais pas, j'étais pas là au moment de l'entretien, mais c'était une façon détournée d'avoir de l'information. Et donc du coup, voilà, il faut vraiment que vous mettiez dans une posture de « Ok, c'est mon moment, qu'est-ce que je peux donner comme info aux recruteurs pour qu'ils puissent permettre de mieux passer ?» Je ne connais pas tous les recruteurs du monde, mais en tout cas, il ne faut pas que ça vous mette dans une logique de « Je ferai ». C'est votre moment, donc vous faites le show. Oui, mais comme dit Andy Warhol, chacun a son petit quart d'heure de gloire. Chacun, pardon? Andy Warhol dit que chacun a son petit quart d'heure de gloire. Eh bien, c'est votre moment. On continue sur les réseaux sociaux perso. Ouais. Maintenant qu'on a vu les réseaux sociaux professionnels, évidemment aujourd'hui vous vous doutez bien, tout le monde va voir tout le monde sur Google, sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et j'en passe. Résultat, maintenant il faut maîtriser son image en ligne. On n'a plus le choix, c'est comme ça, tout le monde va vous chercher sur... Mais c'est bête, hein, vous rencontrez quelqu'un en soirée ou l'ami d'un ami, vous allez voir son profil Facebook, vous allez vous renseigner un petit peu. C'est pareil chez les recruteurs, ils font tout ça. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait passer un entretien à une candidate il y a 2 mois qui avait mis sur son CV des liens sur son Twitter personnel. Elle avait mis entre parenthèses personnel et LinkedIn et compagnie. Je clique sur le Twitter du coup puisque ça m'intéresse, en plus elle était dans le digital. Raison de plus. Elle a écrit, je vous le lis texto, hein. Ce que je déteste le plus, l'injustice et qu'on me dicte comment penser ou parler, en gros je cherche tout le temps la merde. Et elle avait épinglé en haut, donc en fait on pouvait pas le rater, c'était le premier tweet. Du coup, même si je l'avais rencontrée, qu'il y a eu un bon feeling et que ça s'était bien passé, ça m'a un petit peu refroidi pour la présenter à mon client. Donc aujourd'hui, vous avez 2 choix sur les réseaux sociaux perso. Soit vous décidez que ça fait partie de votre personnage, vous êtes en créa, vous êtes en multimédia et ça vous représente, vous laissez tout ouvert. Soit, mais alors vous lissez votre image et vous la contrôlez, vous la maîtrisez. C'est-à-dire, pas la soirée bourrée avec Jean-Michel la semaine dernière. Non, on contrôle, je sors des choses qui vont pouvoir intéresser les agences par exemple, ou qui vont pouvoir intéresser des potentiels recruteurs s'ils tombent dessus, et qui vont se dire, voilà, ah, c'est une super perso, c'est un peu intéressant. Mais pas quelque chose qui va leur donner des raisons de se méfier. Ou alors, tout simplement, vous fermez tout, vous mettez tout en privé et vous gardez votre vie perso. Parce que c'est très important aujourd'hui. Surtout avec les réseaux sociaux, on a tendance à mélanger pro-perso. C'est 2 choses différentes. En pro, on a notre vie et ça ne concerne que nous. En perso, on a notre vie. Et en pro, on a une attitude, comme on le disait tout à l'heure. On a une façon de se comporter. Et ce serait dommage de tout gâcher par 2-3 photos Facebook qui sont juste vous en train de vous amuser tranquillement et qui ne regardent personne d'autre. Okay. L'idée, c'est pas de se travestir, c'est simplement de se dire comment je contrôle et je gère mes informations pour qu'elles me valorisent ou à l'inverse, qu'elles ne prennent pas le risque de me dévaloriser. On a plein de gens sur qui, et d'ailleurs, je vous rassure, on ne le fait pas de façon automatique, on n'a pas que ça à faire. Mais en tout cas, quand ça nous arrive et quand c'est suggéré sur le CV, on se dit, bah tiens, on va aller voir. À un moment donné, il nous marque le lien sur le CV, donc c'est quand même une incitation très forte. Mais pour le coup, moi j'ai beaucoup de clients qui me disent, ah, mais je suis allée faire un petit tour sur Facebook, etc. Et donc ils y vont naturellement, ils ont 2 minutes, ils se disent, allez, je vais aller essayer de comprendre un peu plus quel type de personne c'est. Et avant même de la rencontrer, on va revenir sur ce côté démarche proactive. Prenez de l'avance sur les recruteurs et sur les entreprises, maîtrisez tout. C'est du travail, ça demande du travail, mais une fois que c'est bien organisé et que c'est en place, ça va tout seul. Moi, je voulais juste rebondir par rapport à ça, justement, je fais du recrutement aussi, côté école, chez McFadden. Et j'ai eu le cas, il y a quelques semaines de ça, une candidate en assistanat qui a postulé. J'envoie le CV à l'entreprise et l'entreprise qui a fait googliser le prénom, comme on dit. Donc elle a cherché le prénom et elle est tombée sur les photos Facebook.
sauf que c'était son profil d'il y a 4-5 ans, elle avait même oublié qu'elle avait plus ses codes, etc. Faites le test. Et des fois, on a des vieilles photos, on s'est dit, oh là là, sans doute celle-là, j'ai oublié, j'avais posté ça il y a 4-5 ans. Et on a des mauvaises surprises, elle n'a pas voulu la recevoir. Bah oui, par rapport à ce que je vois, je peux pas. Et mon gars, je l'ai prévenu quand même, je lui ai dit attention, il me dit mais en fait c'est un profil qui date d'il y a 4 ans, je sais même plus mes codes Facebook, etc. Mais il faut vraiment faire attention à ça parce que ça peut être éliminatoire, rédhibitoire. Ce que vous pouvez faire en plus. On a fait une photo d'il y a 4 ans où en effet entre temps on a changé, on a compris, on a évolué, etc. Et puis oui, bien sûr. Et ce que vous pouvez faire en plus, pardon, pour prévenir de ça, sur Google vous pouvez mettre en place des alertes avec votre prénom et votre nom, ce qui fait que dès qu'il y a quelque chose qui sort qui peut être lié à vous, vous le voyez. Et donc il y a une pareil, proactivité sur le contrôle, sur la maîtrise. Vous avez un petit peu plus d'avance comparé à d'autres personnes qui laisseraient les informations couler sur Google et puis se faire piéger un jour. N'oubliez pas qu'on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et enfin la vidéo, ce qui nous intéresse le plus. Juste un point sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi qu'il y a des groupes qui existent dans le cadre de votre recherche d'emploi. Nous, on va beaucoup sur un groupe qui s'appelle « Je connais quelqu'un de bien ». Sans espace, tout voilà, collé. Exactement, tout collé. Et allez voir, allez chiner sur les espaces LinkedIn, Facebook, etc. Il y a des annonces qui tournent. Il y a, Mon petit job, c'est très bien aussi. Ouais, je les connais pas tous, mais en tout cas, chinez en fonction de vos secteurs d'activité, etc. Parce que ça peut être des mannes d'informations qui sont hyper importantes. Et deuxième point, 70% des postes sont détenus par les cabinets de recrutement. Donc du coup, postulez, contactez les cabinets de recrutement, ils sont pas toujours d'accord, on sait de quoi on parle et on se bat contre ça. Mais en tout cas, voilà, n'oubliez pas ça, postulez en direct, postulez dans les cabinets de recrutement et utilisez les réseaux sociaux dans toutes leurs formes et avec toutes leurs possibilités, leurs supports. Donc, maintenant on va parler de la vidéo, parce qu'on est également là pour ça. Est-ce qu'intégrer la vidéo, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, on a plusieurs avis au sein de l'Observe, parce que du coup, c'est un peu notre spécialité aussi, mais ça, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. L'avantage aujourd'hui, c'est que la vidéo, c'est quoi? C'est original, ça nous permet de nous démarquer. Voilà, ça sort un peu du lot, c'est pas tout le temps vu, tout le monde fait son CV, son LinkedIn, très bien. Ça vous permet juste d'avoir ce petit truc en plus. Sauf que, je sais pas si vous avez déjà vu les CV vidéo sur LinkedIn, c'est jamais fameux. Pourquoi? Parce que la vidéo, c'est un métier déjà. Hein. Il y a des acteurs qui savent très bien jouer, qui savent très bien s'exprimer devant une caméra, qui ont le matériel nécessaire aussi, qui savent faire du montage. Enfin, voilà, il y a tellement de choses que ça implique et qui sont assez compliquées à gérer quand on est juste... Alors oui, c'est bien d'avoir un Mac et d'avoir de quoi monter dessus. Au final, on a tous la même chose à la maison, mais ça n'empêche pas que ça fait du travail qui n'est pas forcément de qualité. Donc, c'est un risque aujourd'hui de décider de faire de la vidéo et de se lancer là-dessus parce que ça se trouve, on n'est pas très drôle en fait en vidéo, on joue pas très bien. Le montage va être horrible et moi aussi j'ai vu des candidats qui m'envoyaient des séries vidéo sur Snapchat où en fait ils filmaient l'écran de leur portable et ils mettaient leurs informations sur un Snapchat et ils cliquaient, etc. C'est un petit peu, en fait, c'est essayer de bien faire et au final, ça fait tout le contraire, ça dévalorise le profil. Donc faites attention à ça. Et puis voilà, le dernier point, c'est surtout que c'était un petit peu vu et revu aujourd'hui la vidéo. Donc voilà, comme on disait sur LinkedIn tout à l'heure, si c'est pour mal faire, ne faites pas. Travaillez votre CV, travaillez votre discours, travaillez votre LinkedIn, déjà c'est top. C'est déjà bien plus que ce que fait la moitié des gens sur le marché du travail aujourd'hui et ça vous sortira du lot dans tous les cas. Moi j'ai une question par rapport justement à ce CV vidéo. J'ai vu sur votre site internet que c'est une de nos spécialités. Votre force. Sachant que le CV vidéo, moi j'en avais fait en 2004. Oui. Voilà, donc c'est un peu vu et revu. Donc, mais à l'époque, ça marchait pas parce qu'en fait, je pense que les sourcings de recrutement n'étaient pas aussi pointus, adaptés qu'aujourd'hui. Et quel est l'impact en fait de la, même si comme on fait une belle vidéo, machin, on présente, quel est l'impact d'un CV vidéo vis-à-vis d'un CV classique? Déjà, réfléchissez sur, je veux dire, c'est comme tout dans la vie. Ce que je vais faire, quelle est la valeur que ça va apporter? Est-ce que c'est juste parce que c'est marrant? Est-ce que c'est juste parce que c'est un support? Ou est-ce que ça va apporter une vraie valeur? Donc déjà, posez-vous la question par rapport à votre projet.
un créa, un graphiste, un DA, un chef de projet événementiel qui a plein de trucs à monter, etc. Allez-y. Un comptable, si c'est pour dresser les jolis tableaux de chiffre d'affaires qu'il a fait, j'ai rien contre, mais est-ce que l'ambition est la même? Et en deuxième question, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à travers cette vidéo-là? Le message, on est sur le format du pitch, donc finalement, ça a de l'intérêt, mais posez-vous d'abord la question de savoir, un, est-ce que ce sera bien fait, deux, quel est l'objectif? Et je rebondirais sur le créa. Moi, j'ai vu beaucoup de créa sur LinkedIn faire des super vidéos, mais des travaux magnifiques. Mais en plus, c'est-à-dire que le book est fait, le CV est là, et en fait, la vidéo sert de faire un petit buzz en fait sur les réseaux pour faire parler d'eux et potentiellement trouver un stage ou un emploi. Mais ça sert en tremplin. C'est pas l'élément de base, c'est pas le CV qui est remplacé par la vidéo. C'est un outil supplémentaire. Exactement, faut le voir comme un bonus. En fait, il faut le voir dans le plan de com. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, dites-vous, ok, c'est quoi mon plan média? C'est vraiment ça. Où est-ce que j'investis mon temps? Où est-ce que sur quel support je les investis? À destination de quel public? C'est vraiment ça. Si vous reprenez vos cours de com et de marketing, vous devez définir quelle est mes forces, mes faiblesses, mes opportunités, mes menaces. Et on est vraiment sur la même chose. On est sur vous êtes directement exposé face à un public qui est hyper large. Donc, il faut faire attention à son image. Du coup, les outils vidéo. Ouais. Je sais couper. Non, pas de soucis, c'est très bien. Qui a déjà eu des visio-talents ou des easy recrues dans... Et alors, l'expérience? C'est... Est-ce que tout le monde sait ce que c'est là-bas? En fait, je me permets... de plus en plus, les sociétés, alors pas nous, cabinet de recrutement, mais plutôt les annonceurs, intègrent dans leur processus de recrutement des outils vidéo qui vont, alors je sais pas à quel moment ils l'intègrent, en général vous passez un entretien, puis après ils vont vous dire, ou même avant, on va vous envoyer un lien, et donc en fait vous mettez devant votre ordinateur, et là, question, vous avez 10 secondes pour pouvoir y répondre. Deuxième question, 10 secondes pour y répondre. Vous pouvez pas arrêter, vous pouvez pas mettre sur pause, vous pouvez pas recommencer, vous avez une chance, on y va, c'est shotgun tout de suite. C'est pas évident. Ça dépend des outils après. Ouais. Oui. Ça dépend des outils, parce que moi j'ai l'occasion d'utiliser en tant que candidat et en tant que recruteur. C'est un outil intéressant parce que ça permet aux candidats de s'exprimer. Donc pour beaucoup de postes, c'est très intéressant de juger la capacité de la personne à tenir un discours, à se présenter. C'est un exercice en soi parce que comme vous l'indiquez souvent, il y a une dimension de chronométrée. Et puis en tant que candidat, on ne sait pas toujours sur quel type de questions on va tomber. Et le fait qu'on ait un temps limité pour préparer les réponses, ça peut mettre dans l'urgence. Donc en tant que candidat, je pense que ce qui est important, c'est que le recruteur prévienne de ce type d'exercice et incite le candidat à se mettre dans les meilleures dispositions pour le faire. Souvent, c'est pas toujours le cas. C'est très compliqué de faire ça entre deux rendez-vous dans la journée, depuis votre PC professionnel. Il faut mieux se réserver le temps de faire ça chez soi, en ayant vraiment un temps dédié à ça, parce qu'en plus on ne sait pas toujours quel temps ça peut prendre. Exactement. C'est une très bonne remarque et merci pour ça, parce que comment les utiliser à son avantage, c'est d'être dans l'anticipation et dans la préparation. Un petit conseil, on a une petite expression chez nous qu'on utilise qui s'appelle elevator speech. En fait, c'est la capacité que vous allez avoir à monter dans un ascenseur, et au 6e étage, vous avez eu le temps de dire au recruteur votre pitch. Donc en 6 étages, en 3 minutes, vous avez eu le temps de raconter l'essentiel de votre parcours. Et ça, en tout cas l'elevator speech, il faut absolument que ce soit quelque chose que vous maîtrisiez. Parce que ça va vous servir en entretien, ça va vous permettre d'anticiper les moments d'instabilité sur lesquels vous allez sur des formats qui sont un petit peu surprenants, et donc d'aller droit au but et de maîtriser ça. Et ça, je vous invite à le faire devant votre miroir, quand vous vous douchez, où vous voulez, et de dire ok, je suis machin, voilà ce que je veux passer, je sais faire ça. Et donc du coup d'aller droit au but et de savoir exactement quels sont vos ambitions. Pour ça, il faut avoir un projet professionnel clair, et c'est pas toujours facile déjà. Mais en tout cas, de vous poser les bonnes questions, et dès que votre discours est bien clair, vous allez pouvoir répondre à ces questions dans de bonnes conditions. Vous allez déjà être préparé à cet exercice qui finalement sera plutôt commun et sera un petit peu moins spontané qu'il n'y paraît. Donc c'est hyper important que vous mettiez dans cette configuration-là, et effectivement que vous soyez, en tout cas si
expérience vous arrive et ce que je vous souhaite parce que c'est une jolie fenêtre d'expression, que vous mettiez dans de bonnes conditions. C'est comme un entretien, on souffle, c'est une chouette rencontre, on prend ce qu'on a à prendre, on a un moment de partage où on se dit ok, it's the show, on y va. C'est vraiment ça. Mais du coup, travaillez bien ce speech-là en disant ok, j'ai 3 minutes et j'ai la capacité à transmettre à la personne ce que je sais faire de bien, ce que je peux apporter de meilleur, qui je suis, d'où je viens et comment je peux transmettre à la personne de l'autre côté. C'est hyper, hyper important. Nous, on a plein de gens qui se perdent dans des détails, dans des tas de choses et ça donne le sentiment de soit je suis pas en confiance et on peut le comprendre parce que l'exercice de l'entretien est pas simple, mais du coup, on n'a pas toujours quelqu'un de bienveillant en face qui nous met toujours à l'aise, c'est un problème aussi. Mais du coup, pour ça, du coup, anticipez, préparez-vous, mettez-vous des points de repère qui vont vous rassurer dans votre discours. Le pitch, le pitch, le pitch. Un retour d'expérience quand on visionne les vidéos des candidats sur ce type d'outil, il faut pas perdre de vue que quelqu'un va le visionner. Ouais. Le but, c'est pas juste de délivrer une réponse orale à une question qui vous a été posée par la machine, c'est de se dire que quelqu'un en face va prendre du temps pour le regarder et qu'il ne faut pas perdre la dimension vraiment d'échange. C'est-à-dire qu'il faut regarder la caméra. Trop de candidats complètent ce genre d'étape en regardant l'écran et en regardant la question qui est écrite ou en se disant c'est un entretien vidéo, je peux regarder mes notes. Il faut vraiment avoir la même attitude que lors d'un entretien, regarder la caméra, pas hésiter à conserver une dimension assez spontanée. C'est pas parce que c'est quelque chose qui va être enregistré qu'il faut perdre la dimension interpersonnelle. On y reviendra sur notre méthode. Juste une petite anecdote, je ne sais pas si vous aviez déjà vu la vidéo de ce monsieur qui passe un entretien Skype, qui a sa belle chemise, son joli blazer, et puis il se lève, il est en caleçon. Donc du coup c'est un peu dommage, mais du coup c'est un peu ça l'analogie qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas négliger les détails, il faut aller au bout de ce qu'on entreprend. Effectivement, monsieur a raison de le préciser, c'est une manière digitale qu'on a trouvé de donner une fenêtre d'expression aux candidats. Donc c'est génial. Souvent on nous dit mais on n'a pas le droit à la parole et on n'a pas la capacité de se défendre, de défendre notre candidature au-delà du CV. Là c'est le moment. Du coup il faut avoir tout donné sur la préparation. Et pareil sur le fond aussi, c'est-à-dire que quand on fait ce genre de vidéo ou un entretien Skype, voilà, faites attention au fond. Nous on a déjà eu des vidéos envoyées avec les canettes de bière et les mégots de cigarettes. C'est pas hyper professionnel, non vraiment un fond neutre, on n'est pas obligé d'avoir juste un mur blanc, mais fond neutre, tenue un peu classe et neutre aussi, ça suffit largement et ça fait l'affaire pour déjà avancer dans le process. Du coup on va se présenter un petit peu plus en détail. Alors du coup, nous, on a la chance de combiner un peu tout ça. Donc, allez-y sur les questions si vous en avez. Le Star, c'est un cabinet qui a été fondé il y a bientôt 10 ans, on est super vieux, par 2 copains. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on a la chance d'avoir 2 boss, dont un vient de cabinet de recrutement pleinement anglo-saxon, on est bien dedans, et l'autre était un patron qui avait, lui, besoin de passer par des cabinets de recrutement pour recruter. Donc lui, il était de l'autre côté de la prestation. Et c'est des visions qui sont hyper intéressantes parce que un a vu l'écueil d'un cabinet classique, l'autre a vu l'écueil de quelqu'un qui avait besoin de cette prestation-là. Et ils se sont dit, à l'époque, on est en 2009, comment on peut utiliser les outils digitaux qu'on a à notre disposition pour permettre aux candidats de se valoriser dans le cadre de son propre processus de recrutement. Pas pour faire une vitrine à l'extérieur et faire des vidéos parce que c'est marrant clac-clac, vraiment pour être dans une logique de la fameuse fenêtre d'expression dont on parlait. Donc nous, notre méthodologie, elle est basée sur l'humain, c'est bête, mais on est tous des gens absolument passionnés des autres, de la rencontre humaine, vous avez plein de choses extraordinaires à nous raconter et c'est pour ça qu'on fait ce métier tous les jours. 2, on est des spécialistes du secteur, des secteurs qu'on maîtrise. Moi demain je suis pas recruteur comptable, je suis désolée, par contre on a des collègues qui le font vachement bien. On a effectivement cette méthodologie vidéo qui est un petit peu particulière. Alors attention, nous ne sommes pas un outil vidéo et ça c'est important, nous sommes un cabinet de recrutement qui utilise la vidéo. Et souvent on fait un petit peu l'analogie entre les deux. Donc comment ça se passe quand vous venez chez nous ? Donc on vous a appelé, on est d'accord, le poste est génial, etc. On vous fait passer un test de personnalité qui dure 10-15 minutes, hein, il n'est pas très long, qui s'appelle Central Test et qui va nous permettre d'avoir une lecture de qui vous êtes d'un point de vue personnel. Donc ça va nous tirer des traits principaux de votre personnalité. Mais c'est pas tout parce que si on s'arrêtait à ce que dit une machine, c'est quand même pas... voilà.
Ensuite, on passe en entretien, donc on a une heure et demie d'échange sur votre parcours, d'où vous venez, qui vous êtes, ce que vous avez acquis comme compétences, ce dont vous avez envie, ce dont vous n'avez pas envie, ça c'est important aussi. Et ensuite, on a un studio de tournage en interne et on invite tous les candidats de tous les secteurs à pitcher face caméra sur la présentation de leur profil. Pas en général comme une lettre de recommandation, enfin de motivation qui servira à rien, pour le poste pour lequel vous venez. Et donc là, ça prend tout son sens parce que finalement, on va utiliser le savoir-être, le savoir-faire et on va compiler tout ça en se disant, ok, pourquoi je suis là et quelle est la valeur ajoutée que je peux vous apporter. Et finalement, alors je peux vous dire que les candidats, ils sont comme ça quand ils démarrent, ce qu'on peut tout à fait comprendre. On n'a pas un candidat qui repart en nous disant, c'est génial, pour une fois, j'ai eu le droit à la parole dans un cadre où on a le droit de recommencer, on a le droit de se tromper et c'est pas grave et l'objectif c'est pas que ce soit parfait. Nos clients ils sont hyper réceptifs de l'autre côté, déjà parce qu'ils disent qu'est-ce que j'aimerais pas être à la place du candidat et ensuite parce qu'ils se disent c'est génial parce que ça me permet pour les gens que je reçois d'avoir un a priori positif sur le candidat que je vais déjà reconnaître en fait finalement. Et donc du coup, ça permet deux choses, et on parlait de CV atypiques tout à l'heure. Nous, parfois recruteurs, on a du mal à avoir des éléments d'ancrage, de nous dire on a vu cette personne, faites-nous confiance, le potentiel qu'elle a, la capacité qu'elle aura à se projeter. Ouais mais bon, tu comprends Marie, sur le CV, il manque 7 années d'expérience et donc du coup, je suis pas très rassurée. Ok, regarde la vidéo. Une fois qu'on a la vidéo, on a la capacité, on a l'entrain, on a l'envie, on a plein de choses. Une photo est discriminante, une vidéo ne l'est pas, on voit plein de choses à travers une vidéo. Et nous, on voit des profils qui sont des comptables, qui sont des artistes, qui sont des gens de la restauration, on a plein de secteurs qui sont représentés chez nous. Et je peux vous dire que c'est un moment qui est extraordinaire. Et nous, on vit un moment de recrutement encore plus fort au moment du tournage de la vidéo que pendant l'entretien. L'entretien, finalement, c'est quelque chose qui est conforme, qui est travaillé, on sait où vous savez où est-ce qu'on va vous emmener, ce qu'on va vous demander. Là, on n'est plus sur un rapport recruté-recruteur, on est sur un rapport de rencontre sur lequel vous allez dire ah, Marie, je suis pas du tout chaud, falloir que j'y aille, comment je vais le faire, etc. Et il y a un vrai moment de rencontre et on découvre plein de choses. Moi, j'ai eu des gens extrêmement timides qui sont dit les showtime, c'est mon moment. Et c'est extraordinaire de voir la capacité que les gens ont à se révéler avec toute leur complexité, leurs difficultés, mais de se dire chouette, j'ai relevé le défi et ça, je suis content que vous le montriez à votre client de l'autre côté. Et là, vous êtes sur un format de 3 minutes à peu près. Ouais, 2-3 minutes à peu près. Sinon, là, on perd un peu l'attention de la personne et on perd l'intérêt de la vidéo. Mais du coup, on va vous montrer comment ça se présente côté client quand on l'envoie. Donc à l'issue, bon là je suis obligée de vous la séparer en deux, mais normalement le but c'est qu'on ait toutes les informations importantes sur le candidat sur une seule et même page. Donc là je vous montre juste derrière, après je le détaillerai. Les informations sont accessibles uniquement auprès du client par des identifiants et mots de passe sur un espace propre. Donc c'est pas visible à l'extérieur, vous ne trouverez jamais une seule vidéo de candidat Lobster sur le net. On vous fait signer une dérogation, RGPD. Et d'ailleurs c'est ce qui est intéressant sur la vidéo, c'est que ça nous permet de la personnaliser au regard d'une opportunité, d'une offre et d'un client. Donc là, bon, évidemment, elle n'est pas cliquable, mais donc on a 3 types de vidéos qu'on propose. Donc le projet professionnel, celui qu'on propose à tout le monde, qui permet à la personne de pitcher en 2-3 minutes son projet pro. Évidemment, on ne lui demande pas de répéter expérience par expérience ce qu'elle a fait, ce qu'elle a écrit sur son CV et ce qu'on aura en plus décrit par la suite sur la fiche. Ce qu'on veut savoir là, c'est les strong skills un petit peu, les soft skills également, mais la perso aussi. Et par exemple sur un bizdev, voir comment il est capable de se vendre en 2-3 minutes, c'est déjà un très bon exercice. Voir le dynamisme également. Enfin, voilà, on peut mettre en avant tellement de choses et c'est l'opportunité de leur laisser la parole à ce moment-là. Ensuite, on peut tester une langue aussi. Parce que nous, on a bien compris que les TOEIC, les bilingues écrits en gros sur le CV, etc., c'est pas souvent vrai. Ben, c'est simple, on les met devant la vidéo, on laisse un 10-15 minutes pour se préparer avant, on sait tout de suite si la personne sait parler anglais ou pas. Donc ça pareil, et ça peut être un plus si quelqu'un est vraiment bilingue et que sait très bien s'exprimer, qu'on est sur un poste qui demande un bon niveau d'anglais, bon bah voilà, du coup là ça renforce encore plus le profil. Et enfin le petit plus candidat, ça c'est ce qu'on préfère. J'ai un exemple qui représente très bien cette vidéo. En fait, j'avais une candidate pour un poste de chef de projet événementiel sportif qui arrive en entretien. Belle perso, belle compétence, elle répond à tout, mais ce qui a fait qu'elle a tout de suite été rencontrée par le client, c'est qu'elle avait fait 20 ans de tennis en pro. Du coup, elle a fait le petit plus candidat en expliquant qu'elle avait fait 20 ans de tennis en pro, qu'elle connaissait extrêmement bien ce secteur et cet univers.
et bah, du coup c'est son petit plus, c'est son bonus, c'est ce qui fait que son profil se démarque des autres profils aujourd'hui. Et c'est une vraie valorisation. Ensuite on va retrouver donc le CV à jour et le test de personnalité qui se représentent en petits graphes évidemment. Je crois qu'on a été très bavard, donc le monsieur me fait signe. Oui, alors on termine très rapidement. Et du coup, les langues et l'informatique, donc tout ce qui est important. Et ensuite, nous, on va venir décrire expérience professionnelle, compétences, savoir-faire, perso, les perspectives dans l'entreprise, c'est très important, pouvoir projeter le candidat, les points de vigilance parce qu'on en a tous, on est humain. Et enfin, toutes les informations pratiques sur le salaire, la mobilité et la période de préavis. Et enfin, du coup, les questions, ça va être un peu compliqué. Voilà, merci pour votre attention en tout cas.